C'est l'heure de Zoom, l'émission qui s'écoute. Bonjour et bienvenue, on est début 2026 et il y a, une atmosphère un peu étrange en France, une sensation de flottement. De surplace, oui. Politiquement, tout semble un peu bloqué. Tous les regards sont déjà braqués sur la suite, les municipales de mars et puis bien sûr la présidentielle de 2027. Et c'est dans ce contexte, un peu crépusculaire, qu'on a eu envie de se pencher sur le parti au pouvoir Renaissance. Exactement. Comment comprendre ce mouvement qui, il y a presque 10 ans maintenant, a fait exploser le paysage politique français? Oui, et pour essayer de comprendre, on a rassemblé pas mal de sources assez variées en fait. On a des articles de presse, notamment une chronologie très détaillée du premier quinquennat par LCP. D'accord? On a aussi une analyse sociologique vraiment passionnante du think tank Terra Nova qui s'est penché sur les tout premiers adhérents, ceux de 2016. Ah, les pionniers. C'est ça. Et puis bien sûr, des papiers beaucoup plus récents de ces derniers mois de Public Sénat ou LCP qui nous parlent des manœuvres actuelles. On a même retrouvé des archives vidéo du fameux discours de lancement à Amiens. Parfait. L'idée, ce n'est pas de faire le commentaire de l'actualité chaude, mais vraiment de prendre du recul. La mission, si on peut dire, c'est de retracer la trajectoire de cette drôle de créature politique. C'est ça. Comment est-on passé de la promesse de la start-up qui allait tout disrupter à ce parti de pouvoir qui semble aujourd'hui faire face à des défis très très classiques? C'est ce voyage qu'on va essayer de faire ensemble. Et pour ça, il faut revenir au début. Bon, pour bien comprendre les défis d'aujourd'hui, il faut vraiment se replonger dans l'ambiance de 2016. On est en avril à Amiens. Emmanuel Macron est encore ministre de l'économie. D'un gouvernement socialiste à l'agonie. Voilà. Et là, il lance son propre mouvement En Marche. On se souvient de ces mots, il voulait créer un mouvement politique nouveau qui ne serait ni de droite ni de gauche. Et il y a un détail qui, à l'époque, a beaucoup fait parler et qui était vraiment le symbole de cette volonté de tout casser, la double appartenance. Ah oui, c'est vrai, on a un peu oublié ça. C'était fondamental. On pouvait être encarté au Parti socialiste, chez les Républicains, et en même temps adhérer gratuitement en ligne à En Marche. L'idée, c'était de dire « Votre parti est dépassé, mais vous, en tant qu'individu, vous pouvez nous rejoindre. » Exactement. C'est fou quand on y pense aujourd'hui. C'était une sorte d'opa hostile, menée de l'intérieur sur les partis traditionnels. Complètement. Et puis il y a le nom, En Marche E, les initiales EM. Tout était pensé pour incarner le dynamisme face à de vieux appareils perçus comme immobiles, quoi. J'imagine que cette promesse de nouveauté radicale a dû attirer des gens qui ne se retrouvaient plus nulle part. Exactement. Et c'est là que l'enquête de Terra Nova de 2018 est fascinante, parce qu'elle nous dresse un portrait robot très précis de ces marcheurs de la première heure. C'est mené sur un échantillon énorme, plus de 800 personnes. Alors, qui étaient-ils? Parce que l'image qu'on en avait à l'époque était assez floue. On parlait beaucoup de la société civile, mais bon, ça veut un peu tout et rien dire. En fait, le profil est sociologiquement très très marqué. Le premier chiffre qui saute aux yeux, c'est le niveau d'instruction. 80% des adhérents de l'époque sont diplômés de l'enseignement supérieur. 80%. Oui, 80%. C'est une proportion qu'on ne retrouve dans absolument aucun autre parti politique. C'est un chiffre absolument énorme. Ils sont aussi plus jeunes que la moyenne des militants des autres partis, très majoritairement urbains, et leurs revenus se situent dans ce que l'étude appelle la moitié haute de la société française. Donc on est quand même très loin de l'image d'un mouvement qui brasserait toutes les couches de la société, oui. C'est déjà, à la base, un mouvement de la France qui va bien et qui a fait des études. Oui, mais avec une nuance importante que souligne l'étude. Ce ne sont pas des héritiers. Ce sont des gens pour qui la réussite par l'éducation, par le diplôme, est une valeur centrale. D'accord. Et politiquement, alors, est-ce que ce fameux ni de droite ni de gauche était une réalité dans leur tête ou juste un slogan? Eh bien, les chiffres montrent que c'est qu'une réalité. Bien sûr, un tiers se dit du centre, ce qui est logique. Mais ce qui est frappant, c'est que 25%, un quart d'entre eux, se déclarent à la fois de gauche et de droite. Ah oui, quand même. Et 16% se disent ni de gauche ni de droite. Si on additionne tout ça, on voit bien que le cœur du réacteur, c'est cette volonté de dépasser un clivage jugé stérile. Une promesse de dépassement, donc, qui va très vite se heurter au mur de la réalité du pouvoir. Le premier quinquennat, 2017-2022, c'est le moment où l'on passe de la théorie à la pratique. Et la chronologie de LCP le montre très bien. Ça démarre sur les chapeaux de roue avant de buter sur une série de crises très violentes.
L'année 2017, c'est vraiment le temps de l'offensive. Juste après l'élection, marquée par l'affaire Fillon, la toute première loi est celle sur la confiance dans la vie politique. Oui, interdiction des emplois familiaux, contrôle des frais de mandat, un signal pour dire nous, on est différents. Et tout de suite derrière, on enchaîne avec la réforme du Code du travail par ordonnance. Une méthode qui montre une volonté d'aller vite. Très vite. Et puis arrive le premier budget, avec cette mesure qui va devenir un symbole, la transformation de l'ISF en IFI. Et c'est là que l'étiquette de président des riches va lui être collée. Instantanément. Et elle ne partira jamais vraiment. C'est un coup politique énorme dès les premiers mois. D'autant plus que c'est une question de calendrier, de psychologie. C'est ça. Cette mesure favorable aux plus fortunés, elle est immédiate, alors que d'autres mesures, comme la suppression de la taxe d'habitation, sont étalées sur plusieurs années. Et en même temps, la hausse de la CSG pour les retraités, elle est bien réelle. Donc le ressenti, pour beaucoup, c'est qu'on prend aux classes moyennes pour donner aux plus riches. L'image est dévastatrice. Et c'est sur ce terreau-là qu'arrive l'année 2018. L'année où la machine se grippe. En juillet, il y a l'affaire Benalla qui explose et qui fait complètement dérailler le projet de réforme constitutionnelle. Et puis en novembre, c'est le début du mouvement des Gilets jaunes. Là, ce n'est plus une simple crise. C'est un séisme, un tournant absolument fondamental. L'article de LCP utilise une formule très juste. Il dit que ces chocs ont contraint le macronisme à réduire ses ardeurs transformatrices. On passe d'une logique de transformation rapide à une logique de pure gestion de crise. Voilà, le gouvernement est contraint de reculer sur la taxe carbone et de lâcher en urgence 10 milliards d'euros de mesures sociales. Est-ce que c'est le moment où le macronisme perd une forme d'innocence? Le moment où il découvre qu'on ne peut pas réformer la France uniquement par le haut? Je crois que c'est exactement ça. Et la suite le prouve. Pour répondre à cette crise, il y a le grand débat, puis la Convention citoyenne sur le climat. Et c'est un exemple parfait de cette difficulté. Ah oui, la promesse présidentielle était de reprendre les propositions des citoyens sans filtre. Or, dans les faits, cette promesse ne sera pas du tout tenue. Les sources sont très claires. La plupart des mesures seront largement amodiées. C'est-à-dire détricotées, affaiblies. C'est ça. Donc une immense déception pour tous ceux qui y avaient cru, notamment les ONG. C'est encore un coup porté à l'image du mouvement nouveau. Et puis, le coup de grâce à cet agenda réformateur, c'est bien sûr la pandémie de Covid-19, début 2020. Là, tout s'arrête. L'agenda politique se résume à la gestion sanitaire et au « quoi qu'il en coûte ». La grande réforme des retraites qui devait être le marqueur du quinquennat. Mais est purement et simplement enterré, le cycle de la transformation est terminé. Terminé. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Après cette séquence de choc, qu'est devenu ce mouvement En? Il a changé de nom plusieurs fois, En Marche, LRM et maintenant Renaissance. Mais au-delà de l'étiquette, qui sont ses sympathisants? Toutes nos sources pointent vers un glissement très net vers la droite. C'est indéniable. En 2017, une majorité de ses électeurs venaient de la gauche. Aujourd'hui, la situation est inversée. Les sympathisants se positionnent très clairement au centre droit, voire à droite. Et ce glissement idéologique s'accompagne de défis structurels qui sont peut-être encore plus inquiétants pour l'avenir du parti. Le premier est démographique. Et là, les chiffres sont sans appel. Une étude de 2024 dit que le parti a, je cite, « disparu dans la jeunesse ». Disparu, c'est fort comme mot. On parle de 4% d'intention de vote chez les 18-24 ans. 4%. Seulement. Et en face, on a 29% chez les plus de 70 ans. Attendez, 4 contre 29. L'écart il est abyssal. Si on fait le calcul, ça veut dire que près des 2/3 de son électorat ont plus de 60 ans. Exactement. C'est la structure électorale d'un vieux parti de notables, pas d'une start-up politique qui devait tout bousculer. C'est un retournement spectaculaire. Et ce vieillissement est directement lié au deuxième grand défi, l'implantation locale. Ou plutôt l'absence d'implantation locale. C'est ça. Un parti de seniors urbains et diplômés, ça a structurellement du mal à s'implanter dans la France des sous-préfectures ou dans les zones rurales. C'est un problème qui date des origines, ce côté un peu hors sol. Et ça se voit. L'article de Public Sénat de juin 2025, qui prépare les municipales de 2026, est très clair. Le titre dit que Renaissance part de très loin. Tellement de loin qu'ils ont dû créer une structure pour essayer de combler ce vide. Ils ont lancé ce qu'ils appellent l'Académie des municipales. Une académie? Oui, la communication du parti la présente, de manière un peu grandiloquente, comme la plus grande école de formation locale jamais créée par un parti. Le nom est chic, mais ça sonne surtout comme un aveu de faiblesse. On est obligé de créer une école pour former des candidats parce qu'on n'en a pas sur le terrain. Voilà. Et ça pose la question du nombre de militants réels. On se souvient des 400 000 inscrits revendiqués au début. Oui, mais ça, c'était basé sur une simple inscription en ligne, gratuite.
Exactement. La réalité d'un parti, ce sont les adhérents qui payent une cotisation. Et là, les chiffres les plus récents qu'on a, octobre 2024, parlent d'environ 805 adhérents à jour de cotisation. Passer de 400 000 à 805, c'est vertigineux. Ça en dit très long sur la différence entre un engouement numérique et un véritable appareil militant. Et c'est ce parti affaibli, vieillissant, qui aborde la période actuelle. Et la période actuelle, en ce début 2026, est vraiment particulière. On sent bien cette ambiance de fin de règne. Le politologue Stéphane Rosès utilise même le mot « enlisé » pour décrire la situation. Il dit que les 2/3 des Français, et même les classes dirigeantes, ne veulent pas attendre 2027. Et forcément, dans ce vide, la nature ayant horreur du vide, des personnalités commencent à s'activer pour préparer la suite. Et il y en a une qui est particulièrement visible en ce moment, c'est Gabriel Attal. Sa proposition de loi sur les réseaux sociaux est une illustration parfaite de cette préparation de l'après-Macron. C'est-à-dire, ce n'est pas juste un texte législatif. Non, c'est avant tout une manœuvre politique. Nos sources expliquent très bien qu'un projet de loi du gouvernement sur ce même thème était dans les tuyaux. En déposant sa propre proposition, plus radicale, il prend tout le monde de vitesse. Il s'empare du sujet, il occupe l'espace. C'est ça, il impose son propre tempo. Et le contenu est pensé pour marquer les esprits, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, c'est très fort. Il propose une interdiction pure et simple des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Pour les 15-18 ans, un couvre-feu numérique avec des activations des comptes la nuit entre 22h et 8h. Un couvre-feu numérique. Et la mesure la plus spectaculaire, c'est la création d'un délit de négligence numérique pour les parents. On parle de sanctions pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc, si je vous suis, le contenu de la loi, aussi spectaculaire soit-il, est presque un prétexte. L'objectif, c'est le coup politique, marquer son territoire pour 2027. C'est une lecture très probable, oui. C'est une manière de montrer qu'il est capable d'incarner une forme de rupture. C'est très habile. Et pendant que les ambitions s'affichent, le parti, lui aussi, essaie de préparer l'après. Oui, il y a eu ce petit changement de nom qui est passé un peu inaperçu, mais qui est très symbolique. Le mouvement des jeunes ne s'appelle plus les Jeunes avec Macron, mais les Jeunes en marche. On enlève le nom du fondateur pour essayer de pérenniser la marque. C'est un signe qui ne trompe pas. D'ailleurs, lors de l'événement qui a officialisé ça, Emmanuel Macron a fait une apparition et a prononcé une phrase qui a beaucoup fait jaser. Il a lancé « J'ai aussi besoin de vous pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Comptez sur moi, je serai là avec vous. » C'est une phrase fascinante d'ambiguïté. Il ne peut pas se représenter en 2027, mais il laisse entendre qu'il ne disparaîtra pas. Il entretient le flou de manière assez magistrale. C'est paradoxal. On est parti d'un mouvement conçu comme une start-up politique pour faire voler en éclats le vieux système. Et on arrive, 10 ans plus tard, à un parti de pouvoir confronté aux problèmes les plus classiques du monde. Un électorat vieillissant, un manque criant d'ancrage local et une guerre de succession qui s'annonce déjà en coulisses. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir, une pensée à garder en tête. Toute l'histoire de ce parti s'est construite autour d'une seule personnalité, Emmanuel Macron, et d'une seule promesse, le dépassement du clivage gauche-droite. Et ces 2 piliers sont en train de s'effriter. Exactement. Le mandat du fondateur se termine, et l'identité du parti a très nettement glissé vers la droite. Du coup, la question clé n'est plus seulement de savoir qui va prendre la suite. La vraie question, la plus profonde, c'est de savoir ce que ce parti va bien pouvoir incarner demain. Est-ce qu'il va réussir à se forger une nouvelle raison d'être au-delà de son récit originel? Ou au contraire, est-ce qu'il est destiné à se fragmenter et finalement à être réabsorbé par ce même paysage politique qu'il voulait, il y a 10 ans, dynamiter? Tu n'es pas encore abonné? Il est l'heure, mon